Jean-François Carléo, bonjour. Bonjour. On vous accueille, comme on a accueilli Cécile Untermaier tout à l'heure, pour le livre que vous avez coécrit avec elle, le Parlement du futur, donc publié en octobre 2016 chez Fauve et Michelin Éditions. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Jean Moulin à Lyon 3. Vous êtes aux côtés, vous êtes un ami intellectuel de Cécile Untermaier depuis plusieurs années, qui l'accompagnait sur ses réflexions autour de la démocratie et de la rénovation des institutions. Le Parlement du futur, quand on lit le titre et quand on lit l'ouvrage, on se dit finalement c'est un sujet un peu serpent de mer. Continuellement on reparle de la revivification de nos institutions, de la démocratie, d'une démocratie à bout de souffle, etc. Pourquoi en fait ce thème revient constamment dans le débat public et pas seulement au moment des élections et des campagnes électorales d'ailleurs? Alors effectivement, c'est vrai que la revalorisation parlementaire est un thème qui est apparu quasiment au moment de l'adoption de la cinquième de la Constitution de 1958. Dès 1960, Monsieur Chandernagor écrivait Un Parlement pour quoi faire. On avait l'impression que le Parlement n'existait plus et se trouvait écrasé par le pouvoir exécutif, et principalement à partir de 1962 avec ce qu'on a appelé le fait majoritaire, où finalement l'exécutif gouverne appuyé par une majorité à l'Assemblée nationale, et une majorité extrêmement docile qui souvent a l'impression de ne plus pouvoir réellement s'exprimer. Donc il apparaît constamment nécessaire de redonner du souffle un petit peu à cette Assemblée nationale pour que puisse finalement émerger un pluralisme, un véritable débat plutôt qu'un simple enregistrement des projets de loi. Le point de départ de votre livre, et ce qui est en filigrane dans l'ensemble de votre ouvrage, c'est la réforme sur l'interdiction du cumul des mandats qui sera mise en application pour la prochaine législature. En quoi ça va changer et en quoi ça va revivifier notre démocratie ? Alors, le Parlement du futur, effectivement, part de cette réforme qui sera donc appliquée en 2017, parce qu'il semble, pour nous, qu'il s'agit d'une réforme majeure, car elle va, d'une certaine manière, permettre un renouvellement aussi de la classe politique, et puis elle va permettre de faire émerger, sans doute, on l'espère, un nouveau rôle du député, un nouveau rôle aussi bien à l'Assemblée, parce qu'il va pouvoir se consacrer pleinement et incarner peut-être justement davantage l'intérêt général que l'intérêt de sa collectivité d'origine, de là où il est élu, et aussi émergence d'un nouveau député sur le territoire, puisque pour ne pas se couper des électeurs de sa circonscription, il ne faut pas ignorer effectivement les effets négatifs qu'il peut y avoir à ce non-cumul. Donc pour ne pas se couper, il va falloir imaginer des nouvelles procédures de démocratie participative, comme les ateliers législatifs citoyens, le jury citoyen, etc. Et ça, c'est un véritable impensé juridique. C'est-à-dire que dans les textes juridiques, on a toujours réglementé la procédure parlementaire à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'on adopte les lois, comment est-ce qu'on contrôle le travail du gouvernement. On n'a jamais pensé, juridiquement, le rôle du parlementaire dans sa circonscription. Pourquoi ? Parce qu'il est censé représenter d'une manière extrêmement abstraite et idéale la nation tout entière, et non pas, évidemment, les électeurs de sa circonscription. Mais le député doit être un acteur à part entière de la vie locale. Au-delà des nombreuses propositions que vous faites sur la vie de la démocratie territoriale, comme on peut l'appeler, vous faites également un certain nombre de propositions pour nos institutions et pour le futur de nos institutions, entre relations Parlement-gouvernement, relations entre les deux chambres, un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des propositions que vous faites dans ce livre ? Alors, il y en a beaucoup, mais par rapport à la procédure législative, il y a plusieurs propositions pour, on va dire, accélérer un petit peu le rythme et éviter de perdre un petit peu de temps. Alors, on le constate très souvent déjà, la discussion générale, ce qu'on appelle la discussion générale à l'Assemblée nationale, sur un texte est interminable, et elle n'apporte absolument pas de débat. Chacun vient pour pouvoir s'exprimer, se montrer. Cette discussion générale doit être réduite pour pouvoir donner beaucoup plus de
place et d'envergure au débat qui suit. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qui est proposée dans l'ouvrage, évidemment, c'est l'accélération par la suppression des 2 lectures. La navette parlementaire, il y a entre l'Assemblée nationale et le Sénat une navette avec 2 lectures en droit commun. On propose de mettre une seule et unique lecture en droit commun afin de pouvoir aller beaucoup plus vite. Par expérience, on a pu constater que sur les très importantes réformes qui sont un petit peu clivantes, telles que ce qu'on a appelé la loi Macron, la loi El Khomri, il y avait une perte de temps qui était considérable dans la mesure où le Sénat récupérait le projet de loi de l'Assemblée nationale qu'il allait détricoter en permanence. Le projet de loi revenait à l'Assemblée nationale qui reprenait exactement ce qu'elle avait fait auparavant, sans récupérer grand-chose de ce qui avait toujours été fait au Sénat. Donc pour aller beaucoup plus vite, tout en maintenant une discussion extrêmement nourrie, on propose de faire de la procédure une seule lecture, le droit commun, tout en, par contre, prévoyant un délai un peu plus conséquent de lecture dans chacune des assemblées pour que le débat soit beaucoup plus riche dans chacune des 2 chambres. Alors, j'ai essayé de lire attentivement votre livre et je n'ai pas vu une proposition qui semble fasciner un certain nombre de personnes dès qu'on aborde ce sujet. C'est la réforme de l'élection proportionnelle. Pourquoi ? Alors, on a considéré effectivement que le non-cumul des mandats allait pouvoir apporter ce que beaucoup considèrent comme étant l'atout majeur du scrutin proportionnel, à savoir le pluralisme justement. Le non-cumul est censé permettre de renouveler les candidats, de renouveler la discussion dans la circonscription. Et il s'avère que finalement aussi dans la proportionnelle, il y a ce côté un petit peu magique, soi-disant, que l'on retrouve avec ce pluralisme, alors que finalement, on sait très bien que dans les listes, il y a toujours une tête de liste et que c'est toujours une personnalité qui incarne en réalité la liste. Et finalement, il s'est avéré que les avantages que l'on attribue au scrutin proportionnel se retrouvent beaucoup plus dans le non-cumul et les propositions que l'on fait d'élaboration d'une démocratie participative au niveau local pour le député que dans ce fameux scrutin proportionnel. Merci beaucoup. Jean-François Carléau, je vous invite à aller à courir acheter donc ce livre, Le Parlement du futur, préfacé donc, par le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui atteste d'autant plus la qualité de ce livre. Merci beaucoup. Merci.